rappeler. Ensuite, présenter le thème qui nous réunit cet après-midi. Et pour cette session cet après-midi, nous n'aurons pas de présentation de cas. Donc, nous allons passer directement à la présentation didactique de l'expert. Après quoi, nous aurons des échanges sur cette présentation. Et nous aurons enfin la clôture de session. Et puis revenir en fait sur un feedback sur la session du jour à travers le lien AIECO qui vous sera transmis. Alors, rapidement, je vais rappeler les conditions d'une meilleure session éco. Il est très important. Alors, c'est qu'il est essentiel d'avoir vos caméras déjà renommées, portant le nom et prénom, ainsi que la structure dans laquelle vous travaillez, puisque c'est une session interactive, donc il serait intéressant d'avoir le nom sur les différentes caméras. Alors, il faudrait aussi garder vos caméras ouvertes si vous n'avez pas de problème de connexion et fermer les micros. Et lorsque vous souhaitez prendre la parole, vous allez voir au niveau donc du Zoom, il y a l'un des libellés qui précise réagir. Et là-bas, vous avez la possibilité de cliquer sur lever la main. Et quand vous levez la main, c'est signalé chez nous automatiquement. Et bien sûr, nous allons donner la parole. Quand nous donnons la parole, vous allumez votre micro et vous pourrez poser votre préoccupation. Et donc, tout le long de la session, nous vous prions de garder vos micros fermés, vos caméras allumées et d'être véritablement attentifs afin de pouvoir avoir une session d'échange très enrichissante pour cet après-midi. Merci à tous. Docteur Kofi, à la suite. Alors, je disais qu'il est important, lorsque vous avez des difficultés avec le Zoom, d'échanger avec le IT dans le chat. Et comme je l'ai dit, il va falloir renommer vos différentes caméras, le nom et prénom, ce que j'ai déjà dit. Alors, à la fin du cours, le IT va partager avec vous les présentations donc de l'expert. Voilà. Alors, comme vous le savez, avant tout début de session, les sessions sont enregistrées. Donc, on va demander votre consentement pour que la session, je vais dire, poursuive son enregistrement. Donc, il va falloir mettre oui si vous êtes d'accord pour que nous puissions poursuivre la session. Mais il est important de l'enregistrer parce que ça va nous servir d'archive et également permettre de faire des rapports. Et ce sont des sessions qu'après, plus tard, on peut pouvoir encore regarder, puisque ça a encore aussi des supports didactiques. Alors, il y a l'obtention donc d'un certificat de participation. Et pour obtenir le certificat de participation, vous devez remplir un sondage, un court sondage. Et ce sondage se fait à travers un lien chat qui vous sera envoyé à la fin de la session. Et le lien est accessible pendant les 48 heures seulement. Donc, vous avez 2 jours pour répondre à ce sondage. Et en ce qui concerne l'utilisation des données éco, il faut dire que le projet éco collecte les inscriptions, la participation, les questions-réponses, les commentaires de chat, les réponses au sondage. Vos données personnelles resteront confidentielles. Et ces données peuvent être utilisées pour des rapports, des cartes, des communications, des enquêtes, l'assurance qualité, l'évaluation, la recherche et pour informer de nouvelles initiatives. Alors, merci pour votre attention. Je vérifie si l'expert est connecté. Nous allons commencer.
Alors, donc, pour ne pas perdre du temps, nous allons commencer les sessions de présentation. Et donc, moi, je suis Dr Kofi, le facilitateur de cette session cet après-midi. Et je suis médecin au centre e-santé. Alors, nous allons passer la parole aux auditeurs qui sont connectés. Monsieur Lambante Bongonou, est-ce que vous pouvez allumer votre caméra et vous présenter? Est-ce que monsieur Ouma Traoré peut se présenter? Bonjour, c'est Dr Omar Traoré, médecin santé publique, chargé de la planification des activités à la direction communale de santé de Kaloum, en Guinée-Conakry. Salutations à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, docteur. Merci de votre participation à cette session. Nous saluons également nos confrères depuis la Guinée. Et merci encore. Merci. Est-ce que Madame Marie Sylvana Brou peut se présenter? Allô? Oui, allô, on vous entend. Oui, bonjour. Donc, je suis le docteur Brou-Marie Sylvana de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké en Côte d'Ivoire, au département des sciences du langage et de la communication. Et je suis experte en communication pour la santé. Voilà. Super. Allez, soyez la bienvenue à cette Merci, session. docteur. Merci. Merci beaucoup. Merci d'être connecté. Nous allons passer la parole à Monsieur Évariste, Shirley Évariste. Est-ce que Monsieur Évariste est avec nous? Monsieur Coleman, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je vois Madame Tatiana Abafega qui est connectée, qui a allumé sa caméra. Est-ce qu'elle peut en profiter pour se connecter, pour se présenter? Bonjour à tous. Je suis Bonjour. docteur Tatiana Fabrice Abafiga. Je suis en fin de formation de pneumologie. Donc, c'est un plaisir pour moi de me connecter pour suivre cette session. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci d'être connecté. Merci de nous accompagner dans ce programme. Alors, Monsieur Labanté Bogounou, est-ce que vous êtes là? Il y a Lucé Eneldi qui est connecté. Est-ce que, je lui ai dit, cette personne peut se présenter? Bonjour. Oui, bonjour. On vous entend? Ça va très bien, merci. Oui, allez-y, vous pouvez vous présenter. Ok, je suis docteur Senelti. C'est un plaisir de participer avec vous. Merci beaucoup. Vous pouvez nous dire, c'est depuis quelle structure? Quoi? Jonathan, Vous êtes connecté depuis quel pays? et je suis à ici. Ah, ok, super. D'accord. Merci beaucoup d'être D'accord. connecté. D'accord, merci. Il y a Essocina qui est connecté. Est-ce qu'il peut se présenter?
que M. Labanté, si le problème de connexion est résolu, vous pouvez vous présenter. Bonsoir. Oui, bonsoir, on vous entend très bien. On vous Ok. entend, vous pouvez continuer. Mon nom est François Labanté. Je suis diplômé d'État. Je suis togolais dans la région centrale. Labanté, je suis diplômé d'État. Je suis togolais dans la région centrale. Ok, merci beaucoup, docteur. Merci d'être connecté. Merci de nous suivre. C'est un plaisir. Merci à vous. Merci. Alors, donc, nous allons demander aux membres du Super Hub de la Côte d'Ivoire de se présenter. Allons demander déjà à notre IT. Au docteur V, vous voulez prendre la parole? Allez-y. Docteur V, vous avez la parole. Bonjour, docteur Kofi. Bonjour, chers membres de la communauté. Je suis docteur Vétano Anik. Je suis membre du Super Hub et contente de participer à cette session. Merci beaucoup, docteur. Merci d'être avec nous. Passons la parole à notre IT. Bonjour à tous, je suis Moussa Konaté, je suis IT Super Hub Eco INSP en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, c'est M. Akoré qui a assuré le rôle de IT. Il va se présenter. Et merci beaucoup. Je suis à Corée. Je ne sais pas s'il est là ou pas. Koulibaly, tu peux enchaîner. Bonsoir à tous, je suis Koulibaly Louis, je suis membre du Super Hub de l'INSP. Heureux de participer à cette session. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Il y a notre coordinatrice programme qui est connectée. Je ne sais pas si elle pourra se présenter, sinon c'est Dr Kwasi Emilienne, c'est elle qui coordonne ce programme au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, merci d'être connecté, docteur, si vous nous entendez. Je crois que le connecté mais n'est pas disponible, hein. Donc, C'est on peut ça, continuer la session. bien sûr. Alors, le temps que l'expert se connecte, elle m'a dit dans 5 petites minutes, elle arrivera à se connecter. On demande à l'IT de remettre le thème du jour en partage d'écran. Allô? Allô? Oui, c'est le docteur Brou-Marie Sylvana de l'Université Alassane Ouattara Bouaké. Oui, docteur. Je suis nouvelle dans le groupe. Ma D'accord. première participation, c'était la dernière séance, celle qui a précédé celle d'aujourd'hui. Bien sûr. Et D'accord. on va dire que je suis un peu en quête d'informations, de repères et sur comment fonctionner dans le groupe et tout ça. OK. Donc là, je saisis vraiment l'occasion de l'attente de l'expert pour poser le problème, pour que je puisse avoir quelques orientations pour mieux me tenir et participer aux activités du groupe. Voilà. OK. Merci beaucoup. Merci, docteur. Alors, le projet ECO qui aujourd'hui permet de voir le jour de ce programme particulier, c'est en fait un projet qui a pour ambition de réunir une communauté
de praticiens qui vont pouvoir partager ensemble les réalités dans la prise en charge d'un patient. Alors, avant même que les sessions ne soient possibles, on a un thème sur lequel on souhaite développer. Et ce thème-là va permettre la recherche d'un cas pratique, que les praticiens, on va identifier une personne qui, dans sa pratique quotidienne, a été confrontée soit à une difficulté de prise en charge, à une difficulté, par exemple, de diagnostic, à une difficulté en lien avec, je vais dire, tout le processus de prise en charge jusqu'au traitement. Et c'est cette difficulté-là ou cette particularité qui va nécessiter, qui va susciter, bien sûr, la présentation de ce cas. Et cette présentation de ce cas va se faire à travers un formulaire des cas. Et donc, au cours de la session, le concerné, le présentateur des cas, va présenter le cas, bien sûr, à travers le formulaire. Et après cela, il y aura une séance d'échange sur le cas présenté par les autres membres de la communauté. Et donc, il y aura donc des questions de clarification. Il y aura des questions pour mieux comprendre, bien sûr, la présentation de cas, des orientations qui seront données. Et à la suite de cela, il y aura des recommandations. Après ça, il y a un expert. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cette communauté, on a les praticiens. En plus des praticiens, vous avez un expert. Et l'expert, il est en lien avec le thème du jour. Par exemple, aujourd'hui, vous voyez qu'on parle des manifestations ORL post-Covid. Et donc, vous voyez sur la présentation qui est partagée actuellement, l'expert du jour est le professeur en ORL. Donc, en fonction de la thématique traitée du jour, on associe à cela un expert qui est connecté avec nous. Et donc, l'expert va donner son avis sur le cas présenté. Et puis, à la suite de quoi, il va présenter, si vous voulez, des orientations claires qui est adaptée aux réalités de prise en charge donc, de ce cas. Donc, c'est un expert qui va donner des recommandations, bien sûr, et puis faire une petite présentation didactique sur le cas donné ou sur la thématique traitée. Et donc, c'est un peu ça. Donc, c'est en fait des sujets pratiques que les praticiens sont confrontés au quotidien dans leur pratique en tant que médecin ou en tant qu'infirmier ou en tant que prestataire de soins. Et c'est cette situation qui va faire l'objet d'échanges, à la suite de quoi il y aura une orientation claire qui sera donnée par un expert qui va dire désormais, quand vous avez des cas, voilà comment est-ce qu'il faut prendre en charge et tout. Donc, c'est en fait cette communauté de pratique-là qu'on a bien voulu réunir à travers un dispositif en ligne et que nous, en tant que, je vais dire, membres de l'équipe de l'INSP, nous facilitons, nous assurons la coordination. Donc, il y a Dr V qui est connecté. Je pense que si vous avez donné encore, en plus de cela, des éléments de clarification pour pouvoir le faire, ou mieux vous apporter. Dr V, si vous voulez dire un mot par rapport à la préoccupation du docteur. Ok, merci beaucoup. Merci au docteur. Et merci, je pense que Dr Kofi a dit l'essentiel. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est vraiment des cas pratiques que les prestataires de soins rencontrent. Ils rencontrent un problème dans la prise en charge ou un problème dans la gestion peut-être des médicaments et ils ont besoin de solutions. C'est un peu faire montrer vraiment les directives de bonne prise en charge d'un cas qui se présente à eux devant ce cas où ils ont rencontré des difficultés. Par exemple, mais ce n'est pas tous les jours qu'on on arrive à avoir un cas. Par exemple, aujourd'hui, on a juste une présentation didactique. Sinon, habituellement, on a un cas pratique. Un cas pratique, on remplit la fiche. Le prestataire vient présenter le cas. Et à la suite de la présentation du cas, il dit en fait la raison de la présentation du cas. Il peut présenter le cas parce qu'il a rencontré tel problème qu'il aimerait avec les participants et l'expert résoudre. Et à l'issue de la présentation du cas, il y a des questions et de clarification des participants et celui de l'expert. Ensuite, il y a des recommandations, qu'est-ce que les participants auraient pu faire devant ce cas. Eux, ils le disent et l'expert donne vraiment les recommandations, la synthèse des recommandations à retenir. Et à l'issue de cela,
qu'on appelle, on met en place une communauté pour mettre en place des bonnes pratiques pour vraiment, devant ce cas, pour que tout le monde puisse vraiment prendre correctement ce cas. Donc, dans les différentes contrées, on a vraiment les recommandations après qu'on donne, on met sur la plateforme pour que tout le monde puisse s'en inspirer à la fin de la session. Et à la suite de ça, une présentation didactique suivie d'échanges qui n'est pas loin aussi du cas présenté. Ça peut être un rapport ou ne pas être un rapport. Mais le plus important, c'est que l'expert met en place vraiment, donne vraiment les éléments pour une meilleure prise en charge ou bien un problème à résoudre. Donc, voilà pourquoi cette plateforme a été créée. Donc, on a plusieurs programmes, là, le programme COVID, on a le programme malaria et d'autres programmes aussi. Donc, on met vraiment le visuel à la disposition de tous les prestataires et d'autres personnes qui voudraient vraiment s'informer sur les problèmes de santé. Et il y a le lien, on se connecte et on vient vraiment assister. Donc, vraiment, nous sommes vraiment heureuses que vous participez à cette session. Donc, nous restons toujours disponibles. On a l'IT qui peut vraiment donner d'autres éléments si besoin. Sinon, à chaque fois, lorsqu'on a des sessions, on communique. Quelquefois, c'est des sessions éco, quelquefois, c'est des webinaires pour traiter d'un problème de santé particulier. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame, pour votre brève intervention. Merci beaucoup. Est-ce que Docteur Brou. Docteur Brou, oui. Oui, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations-là qui m'ont beaucoup éclairé. Et j'ai deux questions pratiques. Parce que moi, je suis, comme je vous l'ai dit, experte en communication pour la santé, donc je ne suis pas praticienne de la santé, en fait. Donc moi, quand je viens sur une telle plateforme, dans un tel groupe, c'est vraiment pour actualiser mon niveau d'information. Et bien évidemment, ça suscite en moi des idées de projets de recherche, des projets d'articles scientifiques et tout ça en fonction de ma discipline. Alors, je voulais savoir, en dehors de ces rencontres-là ponctuelles, est-ce qu'il existe un moyen de rencontrer les experts en la matière pour collecter les informations nécessaires et tout? Ça, c'est ma première préoccupation. Et puis la deuxième, en ce qui concerne les certificats de participation, j'ai entendu qu'il fallait remplir le sondage qui reste valable pendant 48 heures. Quand c'est fait, comment le certificat est délivré? Parce que la dernière fois déjà, j'avais renseigné le sondage pensant que le certificat serait généré aussitôt, mais je ne l'ai pas reçu. Donc voilà, ce sont ces deux questions pratiques-là pour lesquelles je souhaiterais avoir quelques éléments de réponse, si c'est possible, bien évidemment. Pas de problème. Merci beaucoup, docteur Brou. Alors, en ce qui concerne, bien sûr, vos orientations que vous avez en lien avec le projet, en ce qui concerne, par exemple, la rédaction d'articles ou des rapports que vous voulez collecter, mais il n'y a pas de problème. Vous avez la possibilité de rentrer en contact physique avec les responsables du projet, bien sûr, on va dire du programme. Et donc, comme on l'a dit, il y a le projet ECHO, dans son évolution, a abouti à un programme. Le programme traite des pathologies bien précises. Vous avez, comme elle a dit, le programme malaria. Et ce programme-là est chapeauté par une personne. Vous avez le programme ECHO-Villon qui est chapeauté une personne. Et au-dessus de tout ça, vous avez donc un coordonnateur national qui gère tout ce qui concerne le projet ECHO en Côte d'Ivoire. Et donc, toutes ces personnes ressources-là sont bel et bien à l'INSP. Et on peut vous mettre en contact pour que, en fonction donc de ce que vous souhaitez faire avec les données du projet, ils pourront vous mettre à disposition. Ce que je voulais dire, c'est que certes, vous n'êtes pas praticienne de la santé, mais en santé, comme on le dit, nous, ce n'est pas purement de la médecine, c'est de la santé. C'est pour ça que vous voyez des santé publiques et autres connectés. Ce ne sont pas forcément des praticiens. Mais en réalité, dans la prise en charge du patient, il y a tous ces éléments-là qui rentrent en compte. La communication et autres. Donc, souvent, pour certains cas que nous avons traités, nous avons eu besoin d'un expert en communication en santé. Voilà. Donc, pour dire que vous pouvez, selon les thématiques qu'on va proposer, on peut vous identifier comme expert pour que vous puissiez apporter votre expérience, votre expertise en matière de communication sur des questions de santé. Donc, ça vous dit qu'effectivement, vous êtes à la bonne porte et que nous sommes à votre entière disposition pour assurer une belle collaboration avec vous.
Maintenant, la deuxième question pour la question de certificat, je pense que les IT sont là, s'ils peuvent répondre. Monsieur Konaté. Merci, docteur Kofi. En fait, normalement, le certificat doit se générer automatiquement. Si ça n'a pas été fait, et comme c'est sur le IECO, qui a souvent les problèmes de connexion, qui va avoir des bugs, étant donné que c'est un logiciel qui est très lourd, je pense qu'on va vérifier cela et puis on va revenir à celle qui a posé la question. Ok, merci, monsieur Konaté. Monsieur Konaté. Donc, docteur Bruce, c'est bon? Est-ce qu'on a répondu à vos préoccupations? Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Donc, après, peut-être que dans le chat, en inbox, vous allez laisser votre contact. D'accord. En contact direct avec les responsables du programme. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Alors, nous allons demander aux nouveaux connectés, aux nouveaux participants de se présenter dans le chat en précisant le nom, le prénom, la fonction et la structure dans laquelle, je vais dire, ils exercent leurs fonctions. Donc, nous attendons toujours l'expert du jour. Donc, l'expert fait mains et pieds pour se connecter, fait mains et pieds pour se connecter. Elle a des difficultés avec son ordinateur. Donc, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en route, c'est que nous sommes à la session télé-éco du programme COVID long. Et ce jour, nous allons aborder les manifestations ORL en lien avec la maladie à COVID dans sa phase longue, ce sont les manifestations post-COVID. Et donc, l'expert du jour, professeur titulaire en ORL, otorhinolaryngologie. Et donc, c'est elle qu'on attend. Dès qu'elle est connectée, nous allons démarrer la session. Elle s'est excusée parce qu'elle a eu des difficultés en lien avec son ordinateur. Et donc, elle fait mains et pieds pour se connecter. Donc, pour tous ceux qui viennent d'arriver, nous vous disons la bienvenue à cette session et de rester connectés, car dans peu de temps, nous allons démarrer la session. Toutes nos excuses encore pour Donc, désagrément. Merci beaucoup. docteur Kofi, les personnes qui viennent de se connecter, ils peuvent se présenter en attendant. D'accord. Les nouvelles personnes connectées, merci. Okay. Le temps que l'expert se connecte. Bien sûr. D'accord. Donc, chers amis participants, pour les nouvelles personnes qui se connectent, nous vous prions, si vous avez la possibilité, de vous présenter. Donc, il faut allumer votre caméra pour que nous puissions associer un visage au nom. Vous présentez le nom, le prénom, la fonction, ainsi que l'organisme auquel vous appartenez. Je vois M. James Colbert. Est-ce qu'il peut se présenter? Bonjour à tous et à toutes. Bonjour.
Je suis jeune James Colbert, biologiste médical. Je viens à Haïti. Je veux partir l'ECHO Haïti. Merci. Merci d'être connecté. Nous saluons les confrères depuis votre pays. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se présenter? Il y a M. Kwame Baudelaire qui est connecté. Est-ce qu'il peut se présenter? M. Frédéric Kouassi, est-ce que vous pouvez présenter? OK. Bonjour à tous. Je suis Frédéric Kouassi, infirmier à l'hôpital général de Tia-Salé. Merci. OK, merci beaucoup, M. Frédéric. Merci. Merci d'être connecté. Il y a Horace Akapo. Est-ce qu'il peut se présenter? Oui, bonjour à tous. Je suis Dr Kakoras, médecin suivi évaluation à la direction régionale de la santé du Tonki. Bon, écho, j'y suis pratiquement tous les jours. Merci bien. Merci beaucoup. Merci, docteur. Merci de cette fidélité. Alors, donc nous attendons toujours l'expert se connecter. Alors, comme information pour le certificat en lien avec ce programme, il faut retenir qu'il faut avoir participé à au moins 7 sessions pour avoir droit à un certificat. Voilà. Donc, à la fin du programme, vous aurez un certificat qui atteste qu'effectivement, vous avez pris part au programme. Et donc, pour que vous puissiez avoir ce certificat, l'un des critères majeurs, c'est d'avoir pris à au moins 7 sessions du programme. Donc, voilà un peu cette information qui m'est parvenue par la coordinatrice du projet. Merci beaucoup.
Chers participants, nous excusons pour l'attente. Nous sommes toujours en attente de l'expert du jour qui doit nous faire une présentation didactique sur le thème qui est la prise en charge des manifestations horaires du COVID. Et malheureusement, il a des difficultés de connexion. Elle fait mes épieds, elle vient me partager la présentation. Donc, dans quelques petits instants, elle sera connectée avec nous afin que nous puissions démarrer cette session. Alors, je vois notre expert en train de se connecter. Merci de votre patience. Bonjour, professeur. Soyez la bienvenue. Bonjour, docteur. Vous m'entendez? Oui, on vous entend parfaitement. D'accord. Alors, donc, nous avons déjà fini les présentations. Nous allons vous permettre de vous présenter. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Merci. Bonjour à tous. Je suis professeur Kwasi Judith Éléonore, professeur titulaire d'ORL et chirurgie cervico-faciale à l'Université Alassane Ouattara et responsable du service ORL de l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous a entendu, professeur. Merci beaucoup. Je peux y Alors, donc, aller? oui, on peut y aller. Je vais partager L'écran? la présentation, oui, oui. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, je la vois. D'accord. Alors, merci à tous pour l'honneur que vous me faites de venir discuter avec vous du COVID en ce qui concerne les manifestations ORL de cette pathologie qui nous a fait beaucoup transpirer, on va dire, nous ORL, parce que étant vraiment en contact avec les patients du fait de la proximité de la sphère qui est le siège le plus souvent de ce virus, nous avons été, on va dire, certains, nous avons plus fait le COVID. Même moi-même, j'ai fait le COVID 2 fois. Voilà. Donc, cet après-midi, on me demande de vous parler des manifestations ORL du COVID. Diapo.
Alors, nous allons suivre juste ce plan-là, une introduction, puis on va parler des manifestations et puis nous allons conclure. Quand je parle des manifestations, je vais vous décrire les manifestations, mais aussi donner la conduite à tenir devant ces différentes manifestations. Diapo. Bon, cette diapo, juste pour rappeler ce que nous savons tous, l'origine de ce virus qui est apparu en décembre 2019 en Chine, qui est responsable d'une maladie respiratoire et le virus appartient à la famille des coronavirus. C'est une maladie infectieuse qui est émergente, qui est contagieuse, qui est beaucoup transmissible. Diapo. Transmissible par voie aérienne, essentiellement par des gouttelettes de flux, c'est-à-dire au cours de la communication, des efforts de toux, lorsque le patient vous parle ou lorsqu'il tousse. Donc, la transmission va se faire via ces gouttelettes de salive, on va dire, qui vont être transmises lors de la communication. Ce qui fait que le virus peut persister longtemps dans l'air, ce qui a expliqué le port du masque pendant un certain nombre de temps. Diapo. Alors, aujourd'hui, on nous demande de parler du COVID long, parce qu'il y a le COVID aigu, le COVID long qui se définit comme étant la persistance des mois, voire des années durant de divers symptômes invalidants. On a constaté qu'après un COVID aigu, plusieurs patients, notamment 30% des patients adultes, vont présenter une persistance de la symptomatologie au bout de 1 à 2 mois, voire même 6 à 8 mois. Diapo. Alors, le COVID long a plusieurs dénominations, symptômes prolongés, forme prolongée, mais cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la persistance, en fait, de la symptomatologie due à cette infection à COVID-19 qui va se caractériser par de ces symptômes qui vont persister pendant plus de 2 mois. Diapo. Cette persistance de la symptomatologie peut concerner plusieurs types de patients, notamment ceux qui vont faire une forme initiale légère ou une forme sévère, et puis où il peut s'agir de symptômes persistants ou de nouveaux symptômes qui vont s'installer, mais avec des caractéristiques différentes du COVID aigu. Diapo. L'OMS définit le COVID prolongé par de plusieurs manières, persistance ou résurgence des symptômes, ou la persistance de la symptomatologie au bout de plus de 2 mois, qui est confirmée ou fortement infirmée, qui survient en période épidémique, ou sans explication, ces symptômes peuvent persister. Diapo. Alors, pourquoi cette persistance de la symptomatologie? On se dit, on va mettre le traitement et donc les symptômes, puisque le traitement est symptomatique, les symptômes vont disparaître, mais on constate qu'il y a cette persistance. Mais comment ça peut s'expliquer? Soit on a une persistance du virus, ou on a une réponse inflammatoire qui est notamment mastocytaire, qui est excessive, ou bien on a un défaut de l'immunité, ou on décrit aussi l'existence de certains facteurs génétiques ou hormonaux associés. Alors, devant tous ces éléments, ce qu'il faille faire, c'est de pouvoir poser le diagnostic, donc reconnaître la symptomatologie et mettre en place une prise en charge qui est le plus souvent multidisciplinaire, qui doit être rapide, efficiente. Et cette prise en charge est beaucoup plus basée sur le traitement des symptômes, mais aussi et surtout la rééducation, que l'on va voir plus tard dans les diapos qui vont suivre. Alors, pourquoi il y a cette persistance des manifestations ORL? Parce que le virus réside principalement dans les voies respiratoires. La sphère ORL qui part depuis le nez, l'oropharynx, l'hypopharynx, le larynx, avant de descendre au niveau du poumon. Tout ça, ce sont des voies respiratoires. Donc, les sécrétions sont chargées en ce virus-là, notamment au niveau des fosses nasales, au niveau du rhinopharynx qui se trouve juste derrière les fosses nasales et la cavité buccale qui communique directement avec ces voies respiratoires, c'est-à-dire avec les fosses nasales et le rhinopharynx. Alors, il est décrit que dans cette muqueuse-là, les cellules expriment certaines molécules qui sont en fait des portes d'entrée de ce virus. Donc, vous convenez avec moi qu'il y aura plus de virus dans les sécrétions nasales, aussi bien dans les sécrétions au niveau de l'oropharynx, et cela peut entraîner une persistance de la symptomatologie. Diapo. Alors, quelles sont ces manifestations? 2 types.
On aura des troubles de l'odorat qui vont être associés aux troubles du goût. On peut avoir également des troubles cochléo-vestibulaires. Alors, en ce qui concerne les troubles de l'odorat, ces troubles peuvent aller de l'absence d'odorat à, on va dire, à la baisse de l'odorat ou à une perversion de l'odorat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces troubles de l'odorat ont une caractéristique bien précise. Leur début d'installation est brutal, mais ce qui est très important à retenir, c'est que ces troubles de l'odorat sont associés à aucun autre signe rhinologique que vous connaissez, notamment l'obstruction nasale. Il n'y aura pas d'obstruction nasale associée, il n'y aura pas de rhinorrhée. On aura juste le trouble de l'odorat, c'est-à-dire que le patient vient vous voir pour dire, docteur, je ne perçois plus les odeurs, ou je perçois moins bien les odeurs, ou je perçois des odeurs, mais il n'y a pas d'odeur autour de moi. À ces troubles de l'odorat peuvent s'associer les troubles du goût. Nous savons que les molécules odorantes vont quitter la cavité buccale et remonter au niveau des fosses nasales où se trouvent les cellules neurosensorielles de l'olfaction. Donc, et qui se trouvent au niveau du toit de la fosse nasale. Donc, s'il y a une inflammation persistante au niveau de la fosse nasale, vous convenez avec moi que cela va entraîner un œdème de la muqueuse. Donc, ça va obstruer l'épithélium, donc il n'aura pas de transmission des odeurs, d'où la gueusie, qui est en fait l'absence de goût. Diapo. Alors, certains patients peuvent présenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, une atteinte de la détection. Ils vont vous dire, je ne sens pas d'odeur, l'hyposmie, ou il a du mal à reconnaître les odeurs, ou il a une distorsion de la perception des odeurs, où l'odorat va fluctuer au cours de la journée ou même sur plusieurs semaines. Le patient vient aujourd'hui, vous dit, bon, je perçois l'odeur peut-être jusqu'à 10 heures, après plus d'odeur, le lendemain, ça revient, ainsi de suite. On a une fluctuation de l'odorat. Diapo. Alors, ces troubles de l'odorat s'expliquent comment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à un stade plus précoce, on explique cela par l'œdème de l'épithélium olfactif, donc ce qui va empêcher donc, la transmission des odeurs au niveau des cellules sensorielles qui se trouvent au niveau du toit de la fosse nasale. Diapo. À un stade plus tardif, cette perte d'odorat va persister parce qu'il y a une persistance de l'inflammation au niveau des fentes olfactives, c'est-à-dire au niveau toujours de l'épithélium olfactif. Mais la majorité des patients n'ont plus d'œdème qui seront visibles lorsque nous allons regarder au niveau de la fosse nasale, mais il y aura cette persistance du trouble de l'odorat par atteinte des cellules sensorielles. Diapo. En dehors de ces troubles de l'odorat et des troubles du goût, on a décrit d'autres troubles, notamment les troubles cochléo-vestibulaires, c'est-à-dire des troubles qui intéressent l'oreille interne. Nous savons tous que l'oreille interne gère l'équilibre, mais aussi l'audition. Donc, on peut avoir au cours du COVID long des vertiges ou parfois juste des étourdissements. On peut avoir une perte de l'audition, mais aussi des acouphènes, les bruits à l'oreille. Comment expliquer la survenue de ces troubles cochléo-vestibulaires? Le vertige ici est décrit comme étant dû à ce qu'on appelle soit une labyrinthite, qui est une inflammation du labyrinthe membraneux, et la névrite, c'est une inflammation de la 8e paire de nerfs crâniens. Donc, s'il y a une inflammation et il est décrit que ces deux pathologies vestibulaires sont dues à une infection le plus souvent virale. Donc, c'est dire aussi que, étant donné que dans l'oreille, on n'a que de la muqueuse de type respiratoire, donc le SRAS-CoV-2 peut siéger également à ce niveau-là et entraîner cette labyrinthite et cette névrite vestibulaire qui vont entraîner le vertige chez le patient. Diapo. Alors, peut-être que je suis allée un peu vite, mais on va dire que faire? On n'a pas beaucoup de symptômes, ce sont les symptômes les plus fréquents. Que faire devant cette symptomatologie? La Société française d'ORL a donné des recommandations que nous suivons. Alors, devant ces symptômes olfactifs, c'est-à-dire l'hyposmie, la parosmie, la fluctuation de l'odorat, dans un premier temps, il faut donc interroger le patient et on va se concentrer sur le trouble de l'odorat. Et comment on va le faire? On va demander au patient d'évaluer sa baisse ou sa perte ou son absence d'odorat en utilisant l'échelle visuelle analogique qui consiste à
à donner des notes. Donc, 0, il n'y a pas d'odorat. 10, on a un odorat normal. Si l'échelle visuelle analogique est supérieure à 5, on va rassurer le patient que c'est on va dire une baisse, une perte de l'odorat qui n'est pas permanente, qui va disparaître. Mais cependant, si l'EVA est inférieur à 5, en ce moment, on va demander une IRM des voies olfactives. Si c'est vous qui recevez le patient, l'adresser à un ORL et associer un traitement médicamenteux, notamment le lavage des fosses nasales et un traitement des allergiques, mais éviter la corticothérapie. Alors, en ce qui concerne la symptomatologie cochléo-vestibulaire, on va faire l'examen otoscopique. On va également déterminer de quel type de surdité c'est en faisant l'audiométrie au diapason. Donc, c'est dire que vous serez obligé d'adresser votre patient à un spécialiste ORL et on va, dans un autre temps également, éliminer un faux vertige ou une urgence neurologique, parce qu'une urgence neurologique peut nous faire penser, on va dire, à un vertige, alors que ce n'est pas un vrai vertige. Dans ces cas-là, il faut adresser le patient à l'ORL qui pourra faire la conduite à tenir qu'il faut. Diapo. À tous les coups, s'agissant du trouble olfactif, on fera ce qu'on appelle un training olfactif, qui est un entraînement régulier et structuré de l'odorat. En somme, on va demander au patient de pouvoir sentir 4 odeurs différentes 2 fois par jour durant plusieurs semaines. Donc, c'est une rééducation que le patient a faite. À l'entame, j'avais dit que le traitement est symptomatique et associé à une rééducation. Cette rééducation est non seulement olfactive, mais aussi vestibulaire. La rééducation vestibulaire se fera par un spécialiste ORL qui est spécialiste dans la prise en charge des vertiges, qui va faire une rééducation, c'est-à-dire que le traitement médical n'est pas approprié, mais c'est beaucoup plus la rééducation. À cette rééducation de l'olfaction, on va ajouter de la vitamine A intranasale et également des suppléments alimentaires, mais il faut éviter les corticoïdes par voie nasale. Chapeau. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le COVID long avec les manifestations ORL qui sont surtout des troubles de l'odorat parfois associés à des troubles du goût, mais aussi des troubles cochléo-vestibulaires à type de déséquilibre, d'étourdissement ou de vertige, mais aussi on peut avoir une perte de l'audition. La prise en charge doit être rapide et adéquate de façon pluridisciplinaire, donc vous et le spécialiste ORL, et il faut faire un traitement de base qui est en fait le training olfactif que je vous ai expliqué. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour cette brillante présentation. En tout cas, nous vous en félicitons. Chers participants, voilà la présentation faite. Le professeur se tient à votre disposition s'il y a des questions de clarification, des partages d'expérience. Oui. Voilà. Chers participants, vous avez la parole. Allô, allô, ou j'ai été trop rapide? Bon, si j'ai été rapide avec vos questions, je pense qu'on pourra discuter pour voir ce qui n'a pas été compris ou ce qui a été rapide. C'est ça. Professeur, vous avez aussi la possibilité de poser des questions aux participants. Non, je pense qu'il est important de parler des manifestations ORL parce que vous-même, vous savez, quand on faisait pendant la période, on faisait les prélèvements et les prélèvements se faisaient dans le rhinopharynx. Pourquoi on ne faisait pas ça dans la cavité buccale ou on ne faisait pas ça dans l'oreille, mais pourquoi dans le rhinopharynx? Parce que le rhinopharynx est un siège très important, on va dire, de certains virus. Par exemple, nous savons au niveau du nez, on a souvent les rhinites
les germes qui donnent les rhinites sont à peu près de la même, on va dire de la même famille que le coronavirus. Donc, dans les sécrétions nasales et du rhinopharynx, on aura, si le patient est infecté, beaucoup de coronavirus. Donc, on va faire la PCR et on va poser le diagnostic. Ok. Il y Merci a pour quelqu'un qui a posé une question, j'étais en train de lire, c'est parti, mais je n'ai pas vu. C'est ça, je vais vous lire la question. Voilà, le participant voudrait savoir, est-ce qu'il y a une différence des manifestations orales du COVID long chez l'enfant et chez l'adulte et aussi en fonction du sexe? COVID long chez l'enfant et chez l'adulte. L'adulte. Bon, il n'y a pas de différence selon le sexe, hein. C'est en fonction on va dire en fonction de l'infection que le patient a, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, on aura la même symptomatologie. Chez l'enfant, l'expression va être un peu plus difficile de dire que j'ai perdu le goût, que je ne sens pas les odeurs, sauf si il est beaucoup plus âgé. Mais dans la littérature, il n'est pas décrit de différence de symptomatologie liée au sexe ou liée à l'âge. Merci, professeur. De Fabrice. Chers participants, vous pouvez aussi poser les questions dans le chat, tout comme vous pouvez lever la main, poser des questions. Bon, comme vous ne voulez pas poser de questions, moi, je peux vous poser une question. Je ne sais pas si dans votre pratique, vous avez rencontré des patients qui sont venus avec une anosmie. Et qu'est-ce que vous avez fait de ce patient? Qu'est-ce qu'il est devenu? Chers participants, On dirait qu'ils sont un peu timides. Monsieur Nicolas Aka, est-ce que vous êtes avec nous? Monsieur Nicolas a posé une question. Il y a une question. Pour quelle raison faut-il éviter les corticoïdes dans la prise en charge? Les corticoïdes, quand c'est le virus, les corticoïdes vont augmenter, on va dire, vont augmenter l'infection. Donc, on va pas arriver à réduire, on va dire, diminuer la propagation du germe. Donc, c'est pour cela qu'on évite. On va utiliser les corticoïdes quand ce n'est pas le COVID, quand ce n'est pas le SARS-CoV, mais quand, par exemple, c'est une infection basée sur un terrain allergique. Voilà. C'est Que monsieur Nicolas est satisfait de la réponse, c'est bon? Mais je n'ai pas eu de réponse à ma préoccupation. Juste pour partager les expériences, c'est vrai que je suis ORL, mais vous êtes médecin. Les ORL ne sont pas beaucoup, donc je sais que vous avez géré des patients. À interroger. Je vois des noms et je ne sais pas, docteur Zakariou ou Raïma. Docteur Zachary, est-ce qu'elle est connectée? Ou bien est-ce qu'il est Oui, connecté? ils sont tous connectés, mais bon, Docteur peut-être qu'ils ne sont Zachariou pas là. Bouraïma. Oui, Yann. Oui, madame. Docteur Fabrice Tatiana, vous avez la parole. C'était par rapport à l'interrogation du professeur. Déjà, merci professeur pour la présentation. Donc, j'ai été dans un service parce que faisant la spécialisation, j'ai été dans un service de pneumologie et il y avait eu des cas où on prenait en charge le COVID. Donc, je dois noter que la prise en charge était plutôt par voie générale. Donc, quand un patient avait le COVID long et qu'il ne s'agissait pas d'une forme sévère, donc on administrait une antibiothérapie après que, bref, notamment des examens soient réalisés
et un bilan infectieux confirmait qu'il y avait une infection avec hyperleucocytose. Il y avait une antibiothérapie avec les bêta-lactamines. La vitamine C était associée et la corticothérapie lorsqu'il y avait des signes de détresse respiratoire. Donc, c'était le minimum en fait. Et maintenant, en fonction du cas, il y avait des mesures adjuvantes qui pouvaient être associées. Donc, l'oxygénothérapie et autres. Maintenant, pour ce qui est de la vitamine A locale, pour moi, c'était un apprentissage aujourd'hui, professeur, ainsi que, oui, c'était ça, que la contre-indication des corticostéroïdes par voie nasale, voilà, professeur, c'était plutôt un apprentissage et je vous remercie. Merci, docteur. Hépatissement, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations? Monsieur Shelley Évariste. Docteur Coleman, est-ce que vous êtes avec nous? Monsieur Palouki Ngassibou. Oui, présent, je viens de rejoindre la session. Je suis le docteur Ngassibou Palouki. Veuillez m'excuser, je viens de joindre la session. Donc, je n'ai pas appris grand-chose. Donc, moi, je vais poser une question au docteur Palouki. Vous êtes de quelle spécialité? Excusez-moi. Je suis médecin urgentiste. Médecin urgentiste. Donc, vous avez reçu des patients. Bon, je viens de revenir. Bon, je viens de finir ma spécialité. Il n'y avait pas trop de cas de COVID comme ça. Ah, d'accord. Et puis, je ne pratique pas trop la médecine parce que je suis médecin militaire en fait. Donc, je suis médecin urgentiste, je suis médecin chef de l'école de formation des officiers des forces armées togolaises. Donc, à l'école, il y a pas, quand il y a eu en 2019 jusqu'en 2021, les trucs on a cloisonné tout. Donc, du coup, on n'a pas eu trop de cas et j'étais toujours à l'école. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Très bien. Il y a docteur Brou qui a posé une question que j'ai lue, mais que je n'ai pas tout lu. Docteur Guy Roland, est-ce que vous pouvez lire la question du docteur Brou Sylvana? C'est ça. Alors, docteur Brou voudrait savoir, est-ce qu'on se met totalement d'un Covid long ou garde-t-on des séquelles? Est-ce qu'on se remet totalement d'un Covid long ou est-ce qu'on garde des séquelles? Avec, on va dire, les troubles de l'odorat, les troubles de l'odorat reviennent, on va dire l'odorat revient, mais de façon progressive. C'est de façon progressive. On ne va pas garder ce trouble de l'odorat de façon persistante. On se remet sur, tout le temps, on va dire toujours de ces troubles de l'odorat. Les troubles cochléo-vestibulaires, ce sont des troubles passagers d'étourdissement. Ce n'est pas des vertiges en tant que tels. Donc, quand on met le traitement, normalement, ça rentre dans l'eau. Okay. J'ai vu une autre question. Ici. Il y a une question du docteur V. Elle voudrait savoir si il y a des possibilités de complications ou des plaintes ORL des patients qui ont bénéficié des tests de diagnostic. Est-ce que le docteur peut mieux exprimer sa question parce que je ne comprends pas sa question. Je ne comprends pas très bien sa question. Est-ce que sa question est de savoir si le prélèvement qu'on fait par voie intranasale peut entraîner des complications ou c'est quoi la question? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Des complications, pas des complications, mais peut-être que si ce n'est pas fait par quelqu'un qui connaît, on va dire, l'anatomie des fosses nasales, parce que les fosses nasales, on a l'impression qu'elles sont, on va dire, toutes droites, non, mais elles sont tortueuses. Donc, si on ne sait pas le faire, on peut entraîner chez le patient, on peut entraîner des épistaxis, donc des saignements. C'est ce genre de complications locales qu'on peut avoir si le prélèvement n'est pas fait comme il se doit. Mais dire que le prélèvement va compliquer l'infection à COVID, non. Allô? OK.
Docteur V, est-ce que c'est bon? C'est bien, merci, parce que merci beaucoup. Comme souvent pour faire le diagnostic, les gens pouvaient aller se faire, on le faisait plusieurs fois. Je me demandais s'il y avait des risques. Vraiment, merci beaucoup. Comme ça, à chaque fois, il fallait aller se faire piquer, se faire prélever. Merci. Non, le prélèvement, je pense qu'il est quand même, les écouvillons, le matériel qu'on utilisait était quand même stérile. Le seul inconvénient, c'est qu'on peut entraîner, à force de faire et de refaire, on peut, on va dire, fragiliser la muqueuse des fosses nasales, donc entraîner un saignement si ce n'est pas bien fait. Merci, professeur. Merci, merci, docteur V. Professeur, bon, j'avais une question en tant que facilitateur. Oui. Alors, je voudrais savoir, est-ce que les pertes de l'odorat, est-ce possible d'avoir des causes liées à d'autres virus, à tropisme ORL, autre que le virus de la COVID? On peut avoir des anosmies des troubles de l'odorat non dus au virus du COVID. Ça peut être des pathologies tumorales, par exemple, au niveau de l'épithélium du tissu olfactif, qui peuvent entraîner une compression de ces cellules et donc le patient peut perdre l'odorat. Le patient également peut perdre l'odorat devant, on va dire, une rhinite persistante. C'est-à-dire une rhinite allergique, ce patient qui vient vous voir, qui est toujours enrhumé. Et donc, cette inflammation continue de la muqueuse peut entraîner chez le patient, on va dire, une anosmie. Mais ça va se résoudre lorsque la prise en charge de sa rhinite sera faite correctement. D'accord, merci, professeur. En fait, c'est pour savoir, est-ce qu'il y a d'autres virus en dehors de celui de la COVID qui est responsable, donc qui peut être responsable de ces genres de manifestations? D'autres virus peuvent être responsables, mais comme je l'ai dit, les virus qui donnent les rhinites virales, par exemple les rhinovirus, voilà, peuvent entraîner cela. Mais la caractéristique de ces signes liés au COVID, c'est que ce sont des troubles de l'odorat qui vont être d'installation brutale. Et à ces signes-là ne seront pas associés d'autres signes rhinologiques, notamment il n'y aura pas d'obstruction nasale, c'est-à-dire le patient n'aura pas le nez bouché, il n'aura pas aussi de sécrétion. Donc, c'est ça. Alors que dans les autres cas, on aura ces deux types de signes-là associés à cette anosmie-là. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Chers participants, est-ce qu'il y a d'autres préoccupations ou des partages d'expérience? Il y a une Alors, je question. pense qu'il y a une question. Le participant souhaite savoir si on peut garder le spécimen plus longtemps. Quel est l'agent de conservation utilisé? Regardez le spécimen. Quel spécimen? La question n'est pas très claire. C'est ça. Monsieur James, Dr. James, est-ce que vous pouvez nous préciser de quel spécimen vous parlez? Participants, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, nous allons évoluer vers la fin de cette session. S'il vous plaît. Oui. Par rapport à la question dans le chat qui concerne le spécimen, il se peut que ce soit un spécimen du virus, quoi, un prélèvement où le virus était détecté. Est-ce qu'on peut conserver ça? Puisque dans les grands laboratoires aux États-Unis, ils arrivent à conserver ça. Est-ce que dans nos milieux, ça c'est possible ou pas? Ça, c'est une très grande question. N'étant pas au laboratoire, mais je pense que, bon, je ne saurais vraiment vous répondre puisque je ne sais pas ce qui se passe, par exemple, à l'Institut Pasteur, mais je pense que c'est possible.
ils ont des méthodes de conservation là-bas. D'accord. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Oui, oui, vous pouvez poser la question. Oui, par rapport à la COVID-19 elle-même, est-ce que de façon spécifique, il y a un sous-type de COVID-19 qui entraîne plus de troubles ORL, surtout l'anosmie, qui est reconnu entraînant plus les manifestations ORL, parmi les sous-types de COVID-19 qu'on a eu, surtout les 2 dernières pandémies? Merci. Je pense que les études n'ont pas encore démontré on va dire, l'atteinte plus importante des structures de l'aspect ORL par un sous-type de virus. Je n'ai pas dans mes lectures retrouvé cela, mais chez nous ici, bon, on n'a pas fait de travaux qui pourraient faire ressortir cela. Docteur Palouki, c'est bon? Oui, c'est bon, c'est bon. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres préoccupations à part celle-là? Alors, chers participants, comme vous le savez, nous sommes avec l'expert du jour. C'est le moment de poser toutes vos questions en lien avec le thème. Sinon, s'il n'y a plus de préoccupations, de questions, ni de partage d'expérience, nous allons rappeler, avant le mot de fin de l'expert du jour, nous allons rappeler le programme à venir. Alors, il faut noter que nous aurons une session le 12 décembre dans le cadre du même programme, le programme COVID long. Donc, nous aurons une session le 12 décembre. Et cette session aura pour thème l'apport de la médecine de réhabilitation dans la prise en charge du COVID long. Donc, le thème est l'apport de la médecine de réhabilitation dans la prise en charge du COVID long. Nous serons vraiment heureux d'avoir de nombreux participants afin de pouvoir échanger sur la thématique du jour, de ce jour. Ok, c'est compris. Merci beaucoup. Merci. Alors donc, avant que je prenne la parole pour terminer, pour clôturer la session, nous allons donner la parole au professeur, si elle a un mot de fin à l'endroit des participants. Bon, juste dire merci à chacun d'entre vous d'avoir bien voulu que je sois votre expert de ce jour. Mais bon, je suis restée un peu sur ma faim parce que je n'ai pas eu beaucoup de questions. Mais bon, j'espère qu'à une autre session, ce serait mieux. Merci. C'est nous qui vous disons merci, professeur. Merci d'avoir, malgré ces nombreuses difficultés auxquelles vous avez été confrontés, en lien avec la connexion, vous avez fait mains et pieds pour être avec nous cet après-midi. Alors, mon nom propre, au nom de tous les participants ici réunis, nous vous disons merci. Merci de cet engagement, merci de cette volonté à aider à la prise en charge de nos patients. À mon nom propre également, au nom de la coordination de ce programme, nous voulons dire merci à tous les participants qui ont ménagé aucun effort d'être présents et qui ont également sont restés patients, connectés malgré le temps d'attente long. Nous vous disons merci. Merci pour cet intérêt accordé à ce programme. Alors, comme je l'ai dit, le prochain programme est pour le 12 décembre. Nous souhaiterons que vous soyez aussi assez nombreux connectés pour que nous puissions échanger sur le thème. Alors, donc, c'est à la même heure, à 13 h. À 13 h. Les sessions, normalement, durent 1 heure du temps, de 13 h à 14 h. Ah, c'est 13 h. Mais Dr. Kwasi m'avait dit 14 h, c'est pour cela. D'accord. C'est de 13 h à 14 h. Tous nos excuses. Ok, merci, c'est compris. Merci. D'accord. Alors, chers tous, je vous prie de passer un très bon après-midi et bonne fin de soirée et puis que Dieu nous bénisse. À très bientôt. Vous pouvez allumer vos caméras. Docteur Kofi, le feedback. Oui, effectivement, Docteur il y a Kofi, rappelle le feedback. Oui, il y a le feedback qui a été envoyé dans le chat. Donc, il faudrait cliquer
pouvoir enseigner. Alors, moi, je ne vois pas le feedback dans le chat là. Si vous pouvez renouveler, ça va être salutaire. Merci. Merci. L'IT va ramener le lien dans le chat. Merci à tous. Merci à toutes. Et veuillez passer un bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Allumez vos caméras, on se dit bye bye de la main. Merci. Oui.